Mes chers camarades, bien le bonsoir. Vous savez, comme j'aime le rappeler à qui veut l'entendre, je pense que l'histoire des voitures sans mamie peut être intéressante. Mais une question me taraude en ce moment, et pas des moindres d'ailleurs. Si vous vous y connaissez en VSP, vous n'avez pas pu passer à côté de la marque Exam. Mais si, voyons, la petite voiture presque tuning que le proprio a encore oublié de débrider. Eh bien, cette marque est connue pour être le numéro 1 du sans permis. Eh oui, il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et ce, grâce à ses ventes qui explosent littéralement tout. Attends, non, c'est pas ça? Eh bien non, le titre de champion revient à son concurrent le plus direct, à savoir l'IG Group. Mais dans ce cas, pourquoi s'inventer un tel mensonge, voyons? Eh bien en fait, je pense que la réalité est un peu plus compliquée que ça. Mais pour avoir la réponse, je vous propose de faire un bond dans le temps, et ce jusqu'à la fin des 70s. Roads? Where we're going, we don't need roads. Like the DeLorean? Nous sommes en 1978. À ce moment-là, la voiture sans permis n'existe quasiment pas dans l'inconscient collectif. On a certes quelques voiturettes qui se conduisent dès l'âge de 14 ans, mais ces engins ne sont véritablement que des mobylettes carrossées. D'ailleurs, dans ce domaine se tire la bourre. Non, je déconne, faut pas exagérer. Dans ce domaine survivent quelques constructeurs comme Comtesse, Arola ou encore Ligier. Bref, vraiment rien de transcendant. Les voitures étaient d'ailleurs ultra archaïques, inconfortables au possible et tournant presque tout au mélange. Le tableau de bord se réduit au minimum essentiel, voire vital. Quant à l'ajustement des portes, il laisse quelque peu à désirer. En 1980, l'industrie du sans-permis est encore inexistante. Et personne, je dis bien personne, ne voulait s'acheter ces véritables merguez de la route. C'est vrai quoi, ça a les inconvénients d'une mobilette, ça va à 2 à l'heure, ce qui est fatalement dangereux quand on croise des cinglés qui se tapent du 140 sur les routes départementales. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80. Sans compter qu'en prime, il faut faire soi-même son mélange. Et oui, ça fout les boules, hein. Surtout quand le voisin d'à côté est arrivé en héros électronique, là. Présentation des fonctions faisant appel à un message parlé. L'apparition de ce message est gérée par un système électronique. En 1983, le désormais jeune patron d'Arola racheté fraîchement décide de stopper tout simplement la production. Il se met alors immédiatement à la planche à dessin et réalise avec l'aide de ses associés ça. L'Exam 325D, la toute première vraie voiture sans mythe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, d'accord, j'en fais un peu, mais en même temps, en tant que passionné, ça m'impressionne de me dire que toutes les voiturettes qui ont suivi s'inspirent plus ou moins de cette voiture. On en voit de plus en plus de ces petites voiturettes qui rendent bien des services, se garent partout et ont un appétit d'oiseau. Les papis qui ne font plus de résistance ont bien le droit maintenant de s'éclater. C'est facile à conduire, c'est pratique et ça peut rouler longtemps. Après, esthétiquement, c'est pas horrible, hein. Si, c'est pas horrible.
Certes très cubique, mais bon, allez, globalement, c'est pas pire qu'un multiplat. Bon, à ce niveau-là, vous allez me dire, Léo Motorbike, t'es bien gentil, mais moi je veux savoir pourquoi mon commercial Exam me dit qu'il est le numéro 1. Eh bien, il s'agit de la technologie embarquée. Cette voiture était la voiturette la plus moderne de son temps. On peut même la qualifier de véritable rupture technologique. Pour dire, la bête était déjà équipée à l'époque d'un châssis tubulaire, de suspensions avant McPherson, ainsi que des bras tirés à l'arrière. Des technologies que l'on retrouvait dans notamment beaucoup de petites citadines de l'époque et même encore actuellement dans l'industrie automobile. Niveau motorisation, eh ben, on avait le choix, hein. Et oui, il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, reprenons. On avait donc le choix avec plusieurs moteurs, un small block et un big block, à l'échelle du sans permis bien sûr. D'ailleurs, précisons bien que le but recherché était juste de proposer un moteur avec plus de souplesse pour les versions haut de gamme. Le plus petit moteur était un moteur monocylindre diesel de chez Kubota. Il faisait une cylindrée de 276 cm3 pour une puissance totale de 5 chevaux-dîne à 3600 tours minute. Pour les plus curieux, sachez que le nom du moteur était Kubota OC-60D. D pour diesel, bien sûr. Ah oui, je vous précise également que c'est la fin des moteurs à essence dans la catégorie. Le deuxième moteur, vous le connaissez certainement, car il s'agit du Kubota Z402. Oui, celui-là. Alors, je sais vraiment pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est quand même fou de se dire que ce moteur est resté quand même plus de 35 ans en service. À partir du milieu des années 80, Exam commence réellement à se lâcher. Mais vraiment pour le coup. Pour commencer, ils ont restylé la 325D, rebaptisée juste 325 pour l'occasion. Elle était dans un style esthétique plus actuel, on s'approchait dans mon point de vue d'une Ford Sierra de l'époque, mais aussi avec une petite inspiration Peugeot 309, 405, etc. Oui, car pour vendre leurs véhicules, les constructeurs ont toujours plus ou moins copié les formules qui fonctionnaient déjà avec, on peut citer par exemple la JDM Xeos qui s'inspirait du Range Rover Evoque, ou par exemple chez Exam la 400 en Révolution qui s'inspire à peine du grand carton que fit la Twingo de Renault. Bon, ok, pour la 325, c'est vrai que le distinguo avec une Twingo est assez faible, mais regardez plutôt ceci. Non, ça vous rappelle rien? Oh, tu connais pas les mecs. Attendez, non, pas là. Ah merde, putain. Ah voilà, la voilà. Il était temps que nous ayons aussi notre GTI en France. La nouvelle 205 est vendue pour 190 km/h, cette vitesse de pointe, la place très bien. Comme quoi c'est bien la preuve que l'Exam GTI, en tient, comme par hasard, n'a réellement rien inventé. Exam passe d'ailleurs en 1996 à la gamme qui est selon moi la plus réussie, pas la plus belle, mais franchement pour l'époque c'était plutôt pas mal. Il s'agit de la gamme Révolution qui est encore une micro-rupture. C'est d'ailleurs, je pense, la dernière réelle innovation du constructeur savoyard. Cette gamme à Révolution lance d'ailleurs une européanisation des ventes de quadricycles. Oui, il faut se dire que le marché de la voiturette était juste franco-français à ce moment-là. Niveau équipement, eh bien, on retrouvait en fait tout le confort moderne de l'époque, à savoir la centralisation des portes, climatisation, radio CD, etc., vitres électriques et tout. On a même eu le droit à des versions utilitaires avec notamment la version van, la 500.A, qui consistait à avoir l'ajout d'un toit pour avoir plus de chargement. Exam n'est selon moi pas le vrai numéro 1 de la sans permis. Il n'est pas non plus son inventeur à proprement parler. Mais s'il a réussi à se hisser à sa fameuse place de numéro 1 du sans permis, c'est tout simplement parce que c'est eux qui ont inventé le concept moderne de la voiture sans permis telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait changer la catégorie, du stade de simple mobilette carrossée au stade de véritable voiture.